Lors des fêtes, il y a toujours de jolies décorations. Des lumières scintillantes, par exemple, ou des guirlandes et des boules à neige. Nos amis à quatre pattes aiment aussi jouer avec. Mais savais-tu que ces objets peuvent être très dangereux? Voici quelques consignes de sécurité pour les animaux domestiques. Elles sont valides pour toutes les époques de l'année. Notre numéro 1 est la guirlande. Un accessoire excellent pour une ambiance de fête. Mais on sait aussi que les guirlandes peuvent faire beaucoup de saleté. Tu t'en es sans doute aperçu si tu as déjà décoré un arbre avec. Les animaux, en particulier les chats, adorent ces décorations. Mais s'ils en mangent un morceau, cela peut leur causer des problèmes intestinaux. Sans même parler des conséquences émotionnelles, cela peut coûter très cher. Une opération pour retirer un corps étranger peut coûter des centaines d'euros. Ne sous-estime donc pas l'attrait d'un objet brillant dans une pièce et surveille bien tes animaux. Notre numéro 2, ce sont les guirlandes lumineuses. Une fois les fêtes passées, tu les ranges dans leur boîte et elles y passent l'année toutes emmêlées. Lorsque tu ouvres la boîte l'année suivante, tu as du mal à les démêler. Mais pendant que tu déballes tout ça, tes animaux risquent de venir les grignoter et ils peuvent se faire électrocuter. Pour éviter ça, tu peux envelopper les guirlandes dans une housse en plastique et suspendre le tout dans un endroit que ton animal ne pourra pas atteindre. Certaines personnes collectionnent les boules à neige. On les rapporte généralement de nos voyages. Et elles peuvent également servir de décoration pendant les fêtes. Elles peuvent facilement se casser. Ne me demande pas comment je le sais. Certaines boules à neige contiennent des ingrédients dangereux, non seulement pour les animaux domestiques, mais aussi pour les enfants. De nombreux vétérinaires avertissent même souvent. Gardez vos animaux de compagnie à l'écart des boules à neige. Le liquide qu'on trouve dans ces boules n'est souvent pas de l'eau pure. Il contient la plupart du temps 2% d'éthylène glycol. Et il s'avère que cette substance a une odeur sucrée qui peut attirer les animaux. En numéro 4, nous avons les arbres de Noël et la façon dont ils peuvent être adaptés pour les animaux de compagnie. Les vétérinaires affirment que les arbres artificiels sont moins dangereux que les vrais. Ces arbres n'ont pas d'odeur naturelle et n'attirent donc pas tellement les animaux. L'important est de ne pas acheter l'un de ces arbres artificiels recouverts de fausse neige. La poudre utilisée peut être nocive pour nos amis à fourrure. Si tu ne veux pas acheter d'arbres artificiels, tu peux suspendre ton arbre au plafond avec du fil de pêche. Quant à l'eau destinée à l'arbre, ton animal pourrait vouloir la goûter. Il vaut mieux ne pas ajouter d'aspirine ou d'autres choses similaires. Tu peux recouvrir le réservoir avec du papier d'aluminium pour éloigner tes animaux. Enfin, tu peux placer un grand bol d'eau dans la pièce où se trouve ton arbre. Si ton animal a soif, il ira y boire plutôt que dans le réservoir. Tu peux aussi mettre une barrière devant ton arbre afin qu'il soit moins accessible. Ah, mais les chats sont rusés, ils prendront ça comme un défi et franchiront facilement la plupart des obstacles. Mais ils ne voudront certainement pas se retrouver emmêlés dans du ruban adhésif. Peut-être une bonne idée. On a parlé des boules à neige, mais parlons aussi des aimants. Je me demande si les aimants peuvent être dangereux pour les animaux domestiques. Nous les utilisons à diverses fins dans nos maisons. Par exemple, nous nous en servons pour accrocher nos photos ou nos listes de courses sur la porte du réfrigérateur. Nos amis à quatre pattes peuvent facilement les atteindre. Ces aimants de réfrigérateur ne sont toutefois pas aussi nocifs que les aimants aux terres rares. Les aimants en néodyme, par exemple, représentent un véritable danger. Ces aimants sont très puissants. Si tu pinces une partie de ton corps avec un tel aimant, ça peut être très grave. Imagine ces aimants comme des guerriers. Lorsqu'ils s'approchent trop près les uns des autres, leur attraction devient phénoménale. Mieux vaut donc éviter que tes animaux de compagnie ou les enfants de ta famille s'en approchent de trop près. On utilise généralement les aimants aux terres rares pour fabriquer des disques durs, des serrures ou des écouteurs. Mais on les utilise également comme jouets. Ils ne sont pas particulièrement toxiques. Par conséquent, si ton chien en mange un par accident, l'aimant quittera son corps de manière naturelle. Mais que se passe-t-il s'il mange 2 de ces aimants surpuissants? Cela pourrait être catastrophique. Les intestins font des boucles dans l'abdomen, et si ces aimants sont trop proches les uns des autres, malheur. Les pièces de 1 centime américaines fabriquées après 1982 sont aussi dangereuses. Elles contiennent beaucoup de zinc. Mais n'est-ce pas un minéral essentiel pour notre corps? Oui, pour la croissance, la cicatrisation et bien d'autres choses.
Mais nous n'en avons besoin qu'en petite quantité. Une trop grande dose peut nous empoisonner. Il y a du zinc dans de nombreux objets, tels que les boulons, les fermetures à glissière et les bijoux. Si tu vis aux États-Unis, tu dois donc savoir que les pièces de 1 centime frappées après 1982 ont un noyau de zinc recouvert d'un plaquage de cuivre. Ces pièces sont l'une des causes les plus fréquentes d'intoxication au zinc chez les animaux. Les plantes d'intérieur et les bouquets de fleurs peuvent également être dangereux. Mettons que tu aies un bouquet de tulipes et que tu veuilles les garder. Et ton chat a l'air rigolo quand il essaye de faire tomber le vase de la table. Mais tu ne dois pas laisser ton chat être trop curieux. L'aloe vera, les daphnées, les lys d'un jour. La liste est longue. La morale de l'histoire, c'est que les chats sont curieux et qu'ils ne doivent pas manger les plantes ou les fleurs, car elles peuvent être toxiques. Penchons-nous maintenant sur les piles. L'acide qu'elles contiennent peut fuir si elles sont cassées. Imagine que ton chien en mâche une accidentellement. Cela peut entraîner de graves conséquences et une intervention chirurgicale immédiate. Quand je parle de piles, je pense aussi aux télécommandes, aux montres et aux appareils auditifs. Il faut aussi les surveiller. Maintenant, parlons de nourriture. Je sais qu'il est parfois difficile de manger quand notre animal nous regarde en paraissant nous dire « Moi aussi j'en veux, donne-moi une bouchée s'il te plaît ». Laisse-moi donc t'expliquer les dangers que cela représente, et tu seras moins tenté de partager tes repas avec ton animal. L'avocat est toxique pour les oiseaux et les lapins. Les pépins de pommes et les amandes sont mauvais pour les hamsters. Un mythe veut que les lapins mangent de la laitue. En réalité, tu ne dois pas inclure certains types de laitue dans leur régime. Par exemple, l'iceberg contient du lactucarium. Cela peut être nocif en trop grande quantité. Un autre mythe veut que les chats boivent du lait. Mais ce n'est pas le cas. Le lait de vache n'est pas bon pour les chats car, surprise, ils ne digèrent généralement pas le lactose. Le chocolat, l'ail et le raisin peuvent aussi être dangereux. Le degré de toxicité d'un produit dépend entre autres de l'espèce de ton animal et de la quantité de la substance potentiellement nocive qu'il a mangée. En fin de compte, tu connais ton animal mieux que quiconque. Tu sais probablement déjà combien de temps il lui faut pour digérer ou quelle odeur a sa litière. Tiens-toi donc toujours prêt. Observe bien son comportement. A-t-il moins d'appétit? Mieux vaut prévenir que guérir. Quand je parle des animaux, je pense par exemple à des chiens, des chats et des hamsters. Mais certaines personnes ont des animaux de compagnie exotiques, comme des ours, des hiboux ou des crocodiles. La Fédération mondiale des sanctuaires d'animaux estime que 5000 tigres vivent en captivité rien qu'aux États-Unis. Ce chiffre inclut les zoos, mais aussi les propriétaires privés. Les pumas sont aussi très répandus parmi les animaux de compagnie exotiques. Voilà pourquoi, de temps en temps, les infos nous parlent d'un accident malheureux chez des propriétaires privés d'animaux sauvages. As-tu toi aussi un animal de compagnie? Si oui, comment s'appelle-t-il? Dis-nous tout dans les commentaires. Lancer une boule de neige à vos amis, mettre une carotte sur votre bonhomme de neige, patiner et bien d'autres choses encore. Voilà l'esprit de l'hiver. Et quelques petites informations sur la neige. Vous serez surpris d'apprendre que la neige peut être de différentes couleurs. Commençons par la neige jaune. S'il commence à neiger alors que les arbres à fleurs sont déjà en pleine floraison, alors il y a du pollen dans l'air. En plus de vous donner des allergies, il se dépose sur les surfaces enneigées. Dans ce cas, la neige se mélange au pollen, ce qui lui donne cette drôle de teinte jaunâtre. Les nuages de neige peuvent également transporter des particules de sable. Une neige jaunâtre a été observée en Corée du Sud en mars 2006. La neige transportait du sable provenant des déserts du nord de la Chine. Le pollen est souvent inoffensif, mais la neige jaunâtre causée par le sable n'est pas si innocente. Elle est liée à la pollution atmosphérique. Lorsque le satellite Aura de la NASA a détecté ce phénomène, les autorités météorologiques ont mis en garde le public contre les risques potentiels de cette neige dorée. Parfois, la couleur de la neige est plus proche du brun que du jaune. Certains arbres, comme les chênes, ont une écorce riche en tanins. Il s'agit de composés organiques qui protègent l'arbre contre les bactéries et les champignons nuisibles. Ces tanins peuvent tomber sur le sol à proximité de l'arbre. Pour cela, il faut d'abord qu'il pleuve, puis que la pluie se transforme en neige. L'humidité fait couler les tanins. Vous est-il déjà arrivé de vous allonger dans la neige et d'ouvrir la bouche pour y laisser entrer de minuscules flocons? Mais dans quelle mesure peut-on manger ces flocons en toute sécurité? Dans la plupart des cas, il ne faut pas le faire.
Mais voici un conseil pour les mangeurs de neige. Le moyen le plus sûr de consommer de la neige est de choisir une couche propre et bien blanche. Prélevez-la sur le dessus, qui est frais et bien floconneux. Mais mieux vaut éviter, on ne sait jamais ce que de la neige trouvée dans la rue peut contenir. Ensuite, nous avons la neige bleutée. Quand il y a des nuages, les ombres sont plus sombres. La neige absorbe tout le spectre des couleurs. Enfin, presque tout le spectre. Elle ne peut pas absorber complètement le bleu. La neige bleutée se forme en raison des conditions météorologiques. Les flocons de neige sont translucides car ils sont constitués de cristaux de glace. Ces cristaux réfléchissent la lumière. C'est pourquoi, dans la plupart des cas, la neige vous paraît blanche. La neige grise et la neige noire existent également. Et je ne parle pas de la neige fondue mélangée à de la terre près des routes. Je parle de celle qui est créée avec de la poussière volcanique, ou encore avec de la suie, des cendres ou des gaz d'échappement. Ce type de neige est sale. Elle peut avoir une odeur poussiéreuse ou huileuse. Si sa couleur provient de produits pétrochimiques, elle est probablement toxique. Il y a aussi la neige pastèque. Ce nom lui vient de sa couleur rouge et verte. Contrairement aux autres versions colorées, elle a un parfum sucré et fruité. Différents types d'algues et de bactéries sont à l'origine de la neige pastèque. Mais il faut avoir de la chance pour en voir, car elle n'apparaît, l'été, que dans les régions alpines et sur les côtes polaires. Le vert est dû à la chlorophylle et le rouge à l'astaxanthine. Il s'agit d'une sorte de pigment. Fait amusant, certains animaux, comme les flamants roses, les crabes et les saumons, tirent également leur couleur de ce pigment. Ce phénomène est très important d'un point de vue écologique. Lorsque la neige fond, elle se mélange aux eaux et devient une source de nourriture pour les êtres vivants. La neige peut se présenter sous différentes couleurs, mais aussi sous différentes formes. Les rouleaux de neige en sont un exemple. Pour moi, c'est comme si quelqu'un traînait une cuillère à glace sur le sol. C'est un phénomène rare. Il faut certaines conditions pour qu'il apparaisse. Il doit y avoir du vent, mais pas trop. En général, 50 km/h suffisent, mais cela dépend aussi de la neige. Il faut qu'il neige, et la puissance des chutes de neige est une autre question. Les rouleaux de neige apparaissent dans les prairies ou sur les pentes des collines où il n'y a ni rochers ni arbres. Ils sont constitués de 2 couches de neige distinctes. La première est la couche préexistante qui s'est tassée sur le sol. La seconde est une couche fraîche. Imaginez de la neige qui ruissellerait d'une patinoire sans pouvoir s'accrocher à sa surface. Le vent transporte ensuite une neige suffisamment collante pour adhérer à ce qui se trouve sur son chemin. Au fur et à mesure que le rouleau avance, il grossit. Il faut bien sûr du vent et que le sol soit en pente. J'aimerais maintenant aborder d'autres faits intéressants sur la neige. Par exemple, son silence. Avez-vous remarqué que la neige fraîchement tombée absorbe les bruits? Surtout si vous vivez dans une ville animée, vous vous rendrez compte que l'ambiance est plus calme. Elle absorbe les ondes sonores. C'est comme une technologie d'absorption du bruit. Mais tout change lorsqu'elle fond, puis regèle. La glace, elle, réverbère les ondes sonores. Le son se propage alors plus loin, et il est plus net. Nous ne sommes pas les seuls à apprécier la neige. Apparemment, certaines espèces de singes en raffolent aussi. Les macaques japonais, ou singes des neiges, font aussi des boules de neige pour s'amuser. Les jeunes macaques sont particulièrement attirés par la neige. Ils se volent mutuellement leurs boules de neige, puis se battent pour les récupérer. Neige, blizzard, quoi d'autre? Je peux compter quelques mots liés à la neige, mais les Inuits, par exemple, en ont des dizaines. Et l'Écossais compte 421 termes associés à la neige. Par exemple, skelf est un gros flocon de neige et unbrack signifie le début du dégel. D'un côté, il y a le froid et le risque d'hypothermie. De l'autre, les terriers d'animaux et les igloos humains. Nous associons la neige au froid, mais elle peut nous réchauffer. Comme la neige est composée à plus de 90% d'air piégé, c'est un excellent isolant. Nous avons parlé de la neige elle-même, mais qu'en est-il des flocons? La forme d'un flocon est liée à la température de l'air. Des chercheurs ont examiné des flocons de neige et ont découvert que les cristaux de glace longs et fins, comme des aiguilles, se forment à environ 2 degrés Celsius. Ils ont examiné d'autres échantillons de cristaux prélevés à différentes températures.
Les flocons sont plats comme des assiettes à des températures basses, environ -5 degrés Celsius. Les flocons peuvent également présenter 6 branches ou une structure dendritique. Ça dépend aussi des changements de température de l'air environnant. Vous avez peut-être entendu dire qu'il n'existe pas 2 flocons de neige identiques. Un catalogue de flocons de neige confirme cette théorie. Un professeur de chimie a détecté plus de 30 types de flocons différents. Ils sont classés comme suit, en colonnes, plats, annelés, irréguliers, etc. La raison de cette grande variété est le chemin que chaque flocon emprunte pour tomber sur Terre. Ils sont tous confrontés à des conditions atmosphériques légèrement différentes. Ils ont toujours 6 côtés, c'est certain. En 1988, un scientifique a trouvé 2 flocons de neige identiques. Merveilleux. La neige est également présente dans les déserts. Je sais que cela semble très contradictoire. Nous sommes habitués à penser au sable chaud, aux cactus et au néant quand on parle de désert. Dans la vallée de la mort ou le Sahara, on voit parfois de la neige. En fait, en janvier 2022, certaines parties du désert du Sahara ont été recouvertes d'une couverture blanche. Il est peu probable que cela se produise souvent, mais ce n'est pas du tout impossible. En effet, certaines nuits, les températures dans le désert sont très basses. La neige a besoin de 2 choses pour se former, des températures froides et de l'air humide. Le phénomène est donc plutôt rare. Un bonus. Quel est le record du plus haut bonhomme de neige? En 2008, les habitants de la ville de Bethal, aux États-Unis, ont joint leurs forces à celles des habitants des villes voisines pour battre le record du monde. Leur bonhomme de neige mesurait 37 mètres de haut. Il leur a fallu plus d'1 mois pour le réaliser. La Statue de la Liberté ne mesure que quelques centimètres de plus. Lorsque nous voyons une forte tempête de neige, nous parlons de blizzard. Mais ce n'est pas toujours exact. En effet, une tempête de neige doit remplir certaines conditions pour être qualifiée de blizzard. Par exemple, le vent doit souffler à au moins 55 km/h. De plus, la neige doit réduire la visibilité pendant au moins 3 heures. Sans ça, on parlera plutôt de tempête à bourrasque ou à rafale de neige.